Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans notre nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Ce soir, nous allons évoquer le sujet des BBA. Le BBA est un diplôme américain né dans les années 30, se déroulant en 4 ans aux États-Unis et en 3 ans en Angleterre. Il concerne généralement les écoles de commerce et de management. Principalement axé sur la gestion, la finance et l'économie, c'est un diplôme résolument tourné vers l'international et plus particulièrement vers les pays anglo-saxons. Mais qu'apprend-on réellement dans un BBA? Quels sont les profils les plus adaptés à ce genre de diplôme? Pourquoi choisir un BBA par rapport à un bachelor? Et quoi faire par la suite? Voici toutes les questions que nous allons voir avec vous ce soir. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir ce soir comme école partenaire l'IPAG, qui propose cette formation depuis déjà de nombreuses années. Je vous rappelle que pendant toute l'émission, vous pouvez chatter avec notre équipe de modérateurs qui vous répondra en temps réel et qui sélectionnera les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour être posées à nos deux intervenantes de ce soir. Il est temps d'ailleurs de vous les présenter. Tout d'abord, Ryan Belabri. Bonsoir Ryan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable des admissions internationales au sein de l'IPAG. Et Kim Ban-Aubert. Bonsoir Kim Ban. Bonsoir. Vous êtes étudiante en 3e année en BBA justement à l'IPAG de Nice. C'est ça. Parfait. Merci à toutes deux d'être avec nous ce soir. Alors, la première question peut-être pour vous, Ryan, toute simple, mais finalement la plus longue à décrire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un BBA, s'il vous plaît? Alors, le terme BBA est très à la mode depuis quelques années maintenant. Nous vient tout droit des États-Unis, comme vous l'avez évoqué lors de l'introduction. Et c'est vrai que donc ça veut littéralement dire, il faut quand même que je le définisse, Bachelor of Business Administration. Donc, c'est un bachelor généraliste en management et en gestion, qui est censé apporter donc toutes les compétences et tous les fondamentaux du management et de la gestion. En France, les programmes BBA, donc comme je l'ai évoqué juste avant, sont très à la mode depuis quelques années. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette ouverture à l'international et sur ces pays anglo-saxons qui attirent beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés. Alors, un BBA en France, qu'est-ce que c'est? Un BBA en France va durer donc entre 3 et 4 ans, selon, on va dire, le modèle sur lequel on va se calquer, le modèle américain ou le modèle britannique. La plupart des BBA en France sont plutôt des BBA en 4 ans. D'ailleurs, quand on pense à un BBA, naturellement, en tant qu'étudiant français, on va penser à un programme en 4 ans. Pourquoi? Parce que la majorité des BBA en France, notamment les BBA les plus connus, notamment dans la banque de concours Sésame, sont des BBA en 4 ans. Le BBA de l'IPAG est un BBA qui est calqué sur le format anglo-saxon, donc qui est un BBA en 3 ans. Donc, c'est une particularité dont on parlera peut-être davantage plus tard. Mais pour résumer, c'est effectivement un programme en 3 ou 4 ans, calqué sur le format anglo-saxon, très généraliste, dispensé parfois en français, parfois en anglais, parfois les deux. Ça, c'est pour la France. Et qui souvent apporte des opportunités professionnelles et académiques tournées vers l'international ou en France également. Voilà. Justement, je le disais en introduction, c'est un diplôme qui généralement en fait, est tourné vraiment vers le management, vers le commerce, vers la finance. Vous confirmez qu'on est effectivement sur des études résolument tournées études de commerce? Tout à fait, absolument. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ce côté très généraliste. Pourquoi? Parce qu'on a en France, on a la chance d'avoir des bachelors plus spécialisés, où on va justement se lancer plutôt vers des études de commerce, mais avec une spécialisation en management du luxe, en marketing et communication digitale, en commerce international, en logistique, en ressources humaines, en comptabilité. Voilà, il y a plusieurs quand même sous-domaines du commerce et du management, alors qu'un programme BBA est résolument généraliste. C'est vraiment un programme qui, en 3 ou 4 ans, est censé transformer, si je puis me permettre de le dire, des lycéens, de jeunes lycéens, en professionnels du management qui puissent être complètement opérationnels à l'issue de leur diplôme. Parfait. Kimban, justement, je me permets de tourner vers vous. C'est pour ça qu'on est très content de vous avoir ce soir, car il se trouve que vous êtes donc étudiante en BBA, mais vous avez un bachelor, n'est-ce pas? Pardon, ça a un petit peu. Je disais, vous aviez également fait un bachelor. Alors, du coup, j'ai fait le BBA, mais avant ça, j'ai fait une licence. J'ai pas fait un bachelor, j'ai fait une licence. Enfin, j'ai fait 2 années de licence. Très bien. Et justement, je voulais vous faire rebondir pour spécifier en fait, quelle était la distinction, selon vous, selon votre propre expérience, entre le BBA et la licence. Donc, le BBA, qui est un bachelor, pour moi, c'est vraiment plus pour les écoles privées, donc écoles de commerce. Et on a les licences qui sont plus tournées pour les écoles publiques, donc universités publiques.
Moi, personnellement, la différence, là où je l'ai ressentie, c'était surtout au niveau du suivi, que ce soit suivi des cours, suivi des professeurs. On a de la chance dans, je trouve, les écoles privées d'avoir vraiment un soutien des professeurs. On peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Ils vont vraiment prendre le temps de nous répondre, le temps de nous suivre. Puis je trouve aussi que, après, pour ce qui est plus du niveau vie sociale, dans les deux cas, hein, il y a énormément de vie sociale pour les étudiants, mais je trouve que dans les licences, par exemple, pour se faire des amis, ça va être un petit peu plus compliqué vu qu'on est en amphithéâtre, c'est très très grand, les élèves viennent pour faire leurs cours et puis après partent. On a certes les travaux, les TD, donc les travaux en petite classe, mais généralement on n'a que 3 cours par semaine, je dirais, 3-4 cours. Enfin, pour ma part, c'était ça dans ma licence. Et donc, c'est vrai que pour le bachelor, moi, ce que je préfère, donc, c'est vraiment toutes les interactions qu'on peut avoir avec les professeurs, le fait qu'il y ait vraiment ce suivi pédagogique, que les personnes sont à l'écoute et aussi toutes les ressources mises en place, en fait, par l'école à destination des élèves. Très bien. Justement, Ryan, vous nous disiez en fait que le BBA est un diplôme très très généraliste. Par rapport au bachelor, justement, vous pouvez nous expliquer la différence? Le bachelor est déjà beaucoup plus en fait orienté vers une de ses spécialisations? À l'IPAG, c'est le cas. Oui. Ailleurs, pas forcément. C'est vrai qu'il est important de faire cette précision. Un BBA, c'est un bachelor. Et c'est un Bachelor of Business Administration. Donc, c'est simplement finalement cette terminologie qui va changer. Donc, dans certaines écoles de commerce en France, ils vont avoir, par exemple, pour notamment des écoles qui proposent des programmes post-prépa, donc des programmes grande école, elles vont avoir ce programme phare qui est le programme grande école et elles vont avoir à côté un bachelor. Un bachelor qui peut avoir la forme d'un simple bachelor ou d'un BBA. En soi, il n'y a pas de différence en termes de structure finalement, de design d'un programme. Après, nous, à l'IPAG, on a décidé de vraiment distinguer le BBA très généraliste et complètement anglophone et le bachelor qui est, lui, francophone et plus spécialisé. Après, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les écoles. Très bien. Alors justement, je rebondis sur le fait que vous disiez que le BBA est 100% anglophone. Comme je le disais en introduction, le BBA, donc c'est un diplôme à l'origine américaine avec un gros tropisme véritablement vers les pays anglo-saxons. Ça veut dire que déjà pratico-pratique, vous exigez un niveau d'anglais en fait à l'admission. Alors oui, je ne vais pas donner comment dire, de score, TOEFL, TOEIC, IELTS ou Cambridge, qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce que nous, on ne l'impose pas, on ne requiert pas de score lors de la candidature, étant donné que l'entretien de motivation se déroule de toute façon en anglais pendant 30 minutes. Donc, on a quand même une bonne idée du niveau d'anglais. Après, ce que je dis toujours aux candidats potentiels, c'est qu'il faut être parfaitement à l'aise avec l'idée qu'on ait des cours 100% en anglais et pas des cours auxquels on a l'habitude de participer, donc des cours de mathématiques, de physique, de philosophie au lycée. Ce sont des cours de marketing, de ressources humaines, de stratégie internationale, de réseaux sociaux, de comptabilité. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être à l'aise avec ça. Les étudiants francophones, français francophones qu'on accueille à l'IPAG en BBA se débrouillent très bien pour ceux qui postulent, parce qu'il y a ce premier filtre de notre part de ne pas quand même recruter d'étudiants et admettre des étudiants qui malheureusement finiraient par échouer à cause du niveau de langue. Ce n'est pas notre objectif, mais c'est vrai que le premier mois peut être déstabilisant. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude d'étudier en français toute sa vie et là, tous les cours se retrouvent en anglais. Pour résumer, je dirais qu'un minimum, le niveau minimum de langue, ce serait un B2 au niveau du CE-CRL. Voilà. Après, en général, les étudiants qui postulent en BBA sont des profils assez particuliers. Ça, pareil, je sais qu'on en parlera peut-être plus tard, mais ça reste des profils d'étudiants qui ont déjà un bon, voire très, très bon niveau d'anglais, voire pour certains ont une double nationalité et l'anglais est leur langue maternelle. Voilà. Donc oui, effectivement, un niveau d'anglais minimal. Et au-delà même du niveau d'anglais, en termes de tropisme vers les pays anglo-saxons, c'est vrai que, comme c'est un diplôme d'origine américaine, les gens imaginent beaucoup que puisque je fais un BBA, je vais pouvoir postuler dans des sociétés dans les pays anglo-saxons et principalement les États-Unis. Alors que non, en fait, le BBA, c'est, comme vous le disiez, un diplôme général, mais qui en plus offre des possibilités vers de multiples pays. Mais c'est quand même orienté vers l'expatriation. Absolument.
Ouais. Absolument. Après, cette expatriation peut être académique ou professionnelle. Après un BBA, c'est vrai que ce sont 3 ans d'études. Après ces 3 ans d'études, on est opérationnel, certes, mais on ne va pas se mentir, la réalité du marché est celle-ci. Pour certains postes à responsabilité, il faut un niveau master, il faut un niveau Bac+5, qui est d'ailleurs demandé dans les fiches de poste. C'est assez clair pour les recruteurs. Donc, c'est vrai que la majorité de nos étudiants, c'est plus de la moitié d'entre eux d'ailleurs, à l'IPAG, qui décident ensuite de poursuivre en master à l'IPAG ou ailleurs. Et c'est vrai que quand on regarde là où ils vont, à l'étranger, la plupart des étudiants préfèrent partir et partir loin parce qu'ils ont la possibilité, avec ce diplôme qui est très international et le fait qu'ils aient étudié en anglais et qu'ils parlent parfaitement anglais avec ces 3 ans d'études, ça leur permet de postuler à des masters partout dans le monde et au niveau des sociétés également. C'est que ce soit dans des pays anglo-saxons ou dans d'autres pays, de toute façon, l'anglais est la langue du commerce. Donc, c'est vrai que ça leur offre pas mal de portes. Kimban, je me permets de rebondir à propos de votre expérience. En fait, donc, vous êtes en 3e année de BBA. Vous avez senti effectivement le besoin d'avoir un niveau d'anglais plutôt. Les deux, c'est pas mauvais du tout. Alors, moi, après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un lycée international. Donc, ça veut dire que j'étais déjà en contact avec. J'étais déjà dans un environnement très multiculturel. Et en plus de ça, dans le lycée international, on a eu la chance de pouvoir faire des cours anglais avancés. Donc, personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt simple à suivre. Et puis, je trouve que aussi les professeurs parlent assez lentement. Ils utilisent du vocabulaire qui reste très compréhensible. Donc, non, Il y a quand même besoin d'un niveau minimum, effectivement. comme Ryan l'a dit, je pense niveau B2, c'est bien. Voilà. Et puis après, c'est sûr qu'avec les interactions qu'on a au quotidien, que ce soit avec les élèves ou les professeurs, le niveau devient meilleur, quoi. Très bien. Ryan, je reviens vers vous. Quelqu'un qui n'aurait pas forcément des traits en anglais au lycée, en première, en terminale et même à l'épreuve d'anglais du baccalauréat, mais qui demanderait quand même à rentrer à l'IPAG pour un programme bachelor, un programme BBA, parce qu'il est quand même motivé finalement. Et puis après, dans une situation d'immersion dans un bain anglais, est-ce que vous l'accepteriez quand même? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait par le passé. Là, on parlera peut-être plus en détail de la procédure de candidature par la suite, mais elle est double. Donc, on a des étudiants qui passent par une procédure sur dossier, étant donné qu'ils ne sont pas dans des lycées français, donc ils peuvent passer par nous directement, et des étudiants qui passent sur Parcoursup. Donc forcément, sur Parcoursup, on va étudier leur dossier. Nous, naturellement, on va sélectionner des dossiers. Donc si la note d'anglais est beaucoup trop faible, beaucoup trop basse, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que ça reste un point bloquant. Après, on a eu des étudiants par le passé qui ont des notes moyennes en anglais. Et il ne faut pas oublier que souvent, l'enseignement de l'anglais au lycée est... avec tout le respect que je dois au lycée, et justement très théorique et surtout très à l'écrit. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont peut-être très moyens au lycée en anglais, dans leurs dissertes, leurs exercices, leurs tests, etc. Mais quand on les a à l'oral en entretien, on se rend compte qu'ils ont un anglais limite courant, parce qu'ils regardent des séries, parce qu'ils lisent des livres en anglais depuis le plus jeune âge, parce qu'ils ont des amis à l'étranger qui parlent anglais, avec qui ils parlent au téléphone ou via WhatsApp, etc. Donc, c'est vrai que on aime quand même, pour des profils peut-être un peu plus moyens, on aime laisser la chance de voir ce qu'ils valent en entretien. Voilà, donc le jury est quand même assez ouvert là-dessus. Après, je préfère quand même insister sur le fait que la langue, on va forcément la regarder. C'est un des critères principaux dans l'évaluation du dossier. Je reviens encore une fois avec vous, Ryan, sur une notion que vous avez abordée tout à l'heure avec le BBA, notamment quand on parlait de l'expatriation. Un BBA français est-il reconnu en fait dans les pays anglo-saxons? Encore une fois, une bonne question. Cette question de reconnaissance revient souvent parce que nous, en tant qu'étudiants français et salariés et recruteurs français, on a cette notion de reconnaissance. À l'étranger, c'est moins le cas parce qu'en France, on a le visa, on a le RNCP, on a des conférences des grandes écoles, etc. À l'étranger, finalement, les écoles sont accréditées ou non. Aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis, ils ont quand même les plus grosses accréditations que nous, on recherche ici en France, sont américaines. Je pense à ACSB, je pense à AMBA.
Donc, une fois qu'une université est accréditée, donc c'est a college et pas a community college, c'est vrai que dans tous les cas, ça établit, on va dire, la légitimité du programme, de tout leur programme. Donc, c'est vrai que cette reconnaissance, cette notion de reconnaissance, elle est difficile à retrouver à l'étranger. Donc, un diplôme finalement qui est international, comme celui de l'IPAG, sera, j'ai envie de vous dire, presque forcément reconnu à l'étranger. Pourquoi ? Parce que les recruteurs vont rechercher donc quand même un diplôme solide d'une école de commerce qui est reconnue en France, ce qui est le cas de l'IPAG en tant que membre des conférences des grandes écoles. Et ils vont rechercher également l'expérience professionnelle. Nous, la chance qu'on a, c'est comme on est un double diplôme avec 2 universités britanniques qui sont quand même très reconnues à l'international, ça permet de donner cette légitimité en plus, ce côté Nottingham, je connais, South Wales, je connais, le fait que l'IPAG leur soit associé concrétise, on va dire, confirme le fait que c'est une école qui a une portée internationale, voire plus spécifiquement anglo-saxonne. Très bien. Et à l'inverse, est-ce que c'est un diplôme reconnu en France? Quand on a fait par exemple un BBA à l'IPAG, on peut ensuite postuler à la fac pour un master? Alors, il ne s'agit pas d'un programme visé. D'accord. Moi, j'insiste également sur ce point, c'est un programme international, à visée internationale, donc il n'est pas visé. C'est un programme qui fait partie de l'IPAG, qui est accrédité, qui est membre de la conférence des grandes écoles. Donc, le mot reconnaissance, finalement, peut être utilisé de plusieurs manières. Donc, c'est un programme qui est reconnu, mais il n'est pas visé par l'État, contrairement à d'autres bachelors ou contrairement à certaines formations qui sont grades de licence, donc qui sont des licences. Donc, non, c'est un programme qui est international, qui permet de postuler à des universités plutôt privées. Très bien. Alors, concernant le BBA au sein de l'IPAG, peut-être avec vous, Kim Ban, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contenu des programmes? On expliquait que c'était un diplôme résolument tourné vers le commerce, Oui. mais c'est quoi en fait? On est sur à la fois de la finance, du management, du marketing, communication, sans rentrer dans le détail par le menu de l'ensemble du Oui. programme, mais un peu ce à quoi on peut s'attendre. Donc du coup, durant le BBA, moi je trouve qu'on apprend vraiment comment fonctionne une entreprise, en fait, les différentes composantes d'une entreprise. Et donc on va voir un peu plus en détail ces différentes composantes. Donc ça veut dire qu'on va avoir des cours, comme vous l'avez dit, marketing, des cours de comptabilité, de finance, de ressources humaines, de négociation, d'innovation. Et on a aussi ces cours qui sont je pense à un cours en particulier, c'est Cross-Cultural Management. Et donc, il y a un cours qui est vraiment plus, qui vous donne les outils pour pouvoir faire du business à l'international. Donc, par exemple, les différences culturelles en termes de business, donc qui sont quand même très importants quand on veut s'expatrier et quand on veut aller travailler à l'étranger. Mais c'est vrai que voilà, ça reste assez général, mais en même temps, on apprend les différentes composantes d'une entreprise, comment ça marche. Et je trouve que même si on souhaite se tourner vers l'entrepreneuriat, le BBA donne quand même de solides connaissances pour se tourner vers l'entrepreneuriat. Voilà. Alors justement, en fait, peut-être avec vous, Ryan, quels sont les profils qui sont recherchés à la fois par les professionnels et par ricochet au sein de l'IPAG? Vous cherchez des profils peut-être très généralistes, puisqu'on disait que le BBA est un diplôme très généraliste, donc à la fois bon en maths et en histoire géo, en français et en langue. Est-ce qu'au contraire, quelqu'un qui va être très bon en maths, donc on va peut-être plus s'orienter vers un profil finance, FinOps? Qu'est-ce que vous recherchez au sein de l'IPAG pour bien sélectionner vos promotions? Alors, très honnêtement, et c'est vrai qu'on s'en rend compte, les étudiants, on va dire les lycéens ne s'en rendent pas compte avant justement de passer le bac, mais dans tous les cas, les enseignements du lycée et les enseignements d'école de commerce sont radicalement différents. Donc, même un étudiant qui est excellent en maths ne va pas nécessairement se tourner vers une formation comptabilité ou finance, audit, contrôle de gestion. Et c'est vrai que c'est souvent l'erreur qui est faite au lycée et dans le conseil en orientation, c'est que justement, ce sont des étudiants qui se disent « Ah, j'ai une compétence, j'ai une force quelque part, eh ben, je vais la transformer en une spécialisation. » Donc, ils se spécialisent trop vite et finalement se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû explorer d'autres domaines de compétences. Et c'est vrai que c'est là que le côté très généraliste du BBA est intéressant, c'est qu'on leur laisse finalement encore 3 ans pour explorer tous les fondamentaux du management et de la gestion et pour ensuite se dire, une fois qu'ils ont fini ces 3 ans,
je veux faire un master et je sais désormais que je suis plutôt, je veux me dédier à une carrière dans la finance ou dans le marketing ou dans la logistique ou dans les ressources humaines. Donc, c'est vrai qu'en termes de profil, finalement, je ne peux pas répondre à votre question, puisqu'en termes de profil de lycéen, quelle que soit leur force, c'est-à-dire si c'est un lycéen qui est un peu bon partout, très bien. Un lycéen qui est bon, mais très très bon en maths, ou un lycéen qui est surtout bon en langue et en français, etc., ce sera pareil, parce que dans tous les cas, les enseignements d'école de commerce vont être une nouveauté pour lui. C'est pour ça que lorsqu'on nous demande également quelles options je dois choisir au lycée si je veux faire ensuite un MBA à l'IPAG. Et la prochaine question. Ah ben voilà. Je réponds toujours de la même manière, peu importe. Peu importe, parce que dans tous les cas, et je donne aussi souvent l'exemple des concours d'entrée en école de commerce ou des entretiens de motivation pour entrer en école de commerce. Finalement, un étudiant qui va être très scolaire et très bon en maths va certainement d'ailleurs avoir aucune connaissance et compétence en finance ou en macroéconomie ou en microéconomie. Qui sont des compétences qu'on va justement chercher à acquérir en école de commerce. Donc, c'est ça vraiment, je cherche à leur dire, le lycée et l'école de commerce, il va y avoir une grande porte entre les deux et il faut ouvrir cette porte et se rendre compte que c'est un nouveau monde qui leur est offert, qui leur est ouvert. Donc, c'est vrai que autant privilégier les matières, qui leur plaisent, les options qui leur plaisent, tout simplement, une question d'envie. Et les matières peut-être qui vont les avantager, les matières où ils savent qu'ils ont une certaine force et ça peut les avantager au niveau du bac, au niveau de leur bulletin. Ça, c'est vraiment la réponse que je peux leur donner. Mais quel que soit de toute façon leur choix, un profil école de commerce, finalement, ça va être autre chose. Ça va être un étudiant qui est ouvert d'esprit, qui est curieux, qui a une ouverture d'esprit et une curiosité sur le monde et ce qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire avoir une culture générale, une connaissance sur l'actualité internationale, un étudiant qui a envie d'étudier et d'avoir des enseignements qui sont très pragmatiques, très concrets. Donc, c'est un profil qui est finalement totalement différent d'un profil universitaire. Un profil plus théorique, plus scolaire. Donc voilà, je dirais que le profil va être moins sur quelles compétences, quelles connaissances, quelle matière, et plus sur quelle qualité humaine et quelle force. Très bien. À contrario ou pas d'ailleurs, est-ce que pour les employeurs, ce sont les mêmes critères qui vont être recrutés pour un étudiant en BBA? La curiosité, l'ouverture d'esprit, la flexibilité, l'adaptabilité, tout ce que vous décriviez pour être recruté au sein de l'IPAG. Est-ce que ce sont les mêmes critères qui sont choisis par les employeurs? Alors, je dirais que oui, absolument, mais j'en rajouterai d'autres. Bien entendu, le niveau de langue, parce que c'est vrai que les recruteurs, de plus en plus, on disait avant que l'anglais était une force lorsqu'on postulait un nouvel emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus un point qui distingue un candidat d'un autre, puisqu'on est tous censés finalement être parfaitement bilingues, ou du moins à peu près bilingues, parce que l'anglais, de toute façon, est utilisé partout. Donc, je dirais que voilà, la langue également, mais sans oublier l'expérience professionnelle et l'expérience à l'international. Les recruteurs sont beaucoup plus regardants là-dessus, forcément, parce qu'un étudiant qui a étudié entre 3 et 5 ans, qui n'a absolument aucune expérience professionnelle, que ce soit en stage, en alternance, en CDD, en boulot d'été, etc., ça va être un étudiant qui va être très, très solide au niveau académique, mais en entreprise, va être peut-être un peu moins opérationnel. Donc, c'est vrai que ça va être un gros critère d'entrée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à l'IPAG, que le programme BBA propose des stages optionnels la première et deuxième année et obligatoires la troisième. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et l'aspect international, on le retrouve dans le fait de partir à l'étranger et avoir une immersion en Angleterre pendant 1 an, ou dans le fait simplement d'étudier avec des étudiants qui viennent des 4 coins du monde et ne parler français finalement que quand on sort de la salle de classe. Et est-ce que ça veut dire, peut-être que je vais revenir vers vous, Kimban, pour vous, par exemple, un BBS, ça n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il faut vraiment continuer sur un master, selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense je trouve aussi que le BBA est vraiment plus professionnalisant qu'une licence, vu qu'ils vont nous donner justement les stages, que ce soit les stages ou quoi, l'expérience professionnelle. Donc déjà une petite expérience professionnelle. Et
moi, pour ma part, justement, j'aimerais plutôt travailler après ce MBA, pouvoir faire 2-3 années d'études et après partir sur un master, histoire d'être sûre de quel master j'ai envie de faire. Mais non, pas obligatoire de continuer en master, même si après, oui, si je pense que si un étudiant ou si un élève, enfin, si un étudiant a déjà idée de quelle carrière il a envie de mener par la suite, c'est sûr que faire le master, c'est mieux, je pense, c'est quand même mieux. Mais pour quelqu'un qui a encore une idée assez vague et vaste, je pense que rentrer dans le monde du travail est quand même ça peut être pas mal. Enfin, rentrer dans le monde du travail, faire par la suite un master. Mais voilà, en tout cas, le BBA, que ce soit l'un ou l'autre, on a le choix. Et pour vous, justement, l'aspect très généraliste du BBA permet justement ça, en fait, de faire une pause dans ses études pendant 2-3 ans, histoire de bien choisir ensuite son master. Pour ma part, oui, Oui. je pense que oui. Parce que c'est vrai que durant cette... Enfin, moi, j'ai intégré le BBA, je ne savais pas du tout dans quel département m'orienter. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces 2-3 dernières années, j'ai pu aussi en apprendre plus sur moi-même, en apprendre plus sur mon caractère, qu'est-ce qui pourrait mieux m'aller. Et du coup, là, maintenant, je sais aussi que, par exemple, les ressources humaines, je pense que c'est un département qui peut le mieux me convenir suivant ma personnalité. Et je pense que si j'avais été dans un bachelor ou une licence beaucoup plus spécialisée dans un domaine, je n'aurais pas pu savoir que, justement, les ressources humaines est un département qui m'intéresse. Donc, je trouve que le fait que ce soit encore assez général, c'est cool, quoi. Très bien. Concernant l'IPAG, plus précisément, j'aurais voulu qu'on parle, Ariane, en fait, de l'approche pédagogique de l'IPAG. Comment ça se passe, en fait, en termes, alors on a vu, bon an, mal an, un peu les contenus, les différentes antennes sur lesquelles on travaille, mais quelle est l'approche pédagogique que vous avez? Est-ce que c'est de l'active learning, de l'action learning? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en détail comment vous envisagez, vous, la pédagogie au sein de l'IPAG? Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un programme, et comme Kimban l'a très bien dit un peu plus tôt, c'est un programme qui est très professionnalisant et donc très pragmatique, très concret. C'est ce qu'on appelle donc, en anglais le experimental based learning, donc l'apprentissage par l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend donc, des cours théoriques, certes, parce qu'il en faut, donc des cours en amphi, ce qu'on appelle les cours d'amphi, simplement les cours théoriques, mais également des cours donc, de TD, de TP, et donc des cours qui vont permettre de voir plutôt des cas pratiques, des cas, des study cases d'entreprise, de société, qui vont permettre de vraiment comprendre ce qu'on étudie, tout simplement, et d'appliquer des concepts à notre société et à nos entreprises. Donc ça, c'est le premier point. C'est un côté très pratique et, encore une fois, calqué sur les universités anglo-saxonnes, donc plus précisément américaines et britanniques. Après, s'ajoute à cela justement une expérience professionnelle qui devient nécessaire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 3 ans, et vu l'intensité du programme BBA, parce que c'est vrai qu'en 3 ans, on doit être parfaitement opérationnel sur plusieurs domaines de compétences. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps finalement d'injecter des stages durant l'année. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir des stages qui sont optionnels, la première et deuxième année, pendant l'été, donc des stages de 3 mois en entreprise, où les étudiants, justement, ont la possibilité de se rapprocher de notre Career Center, donc notre service carrière qui vraiment les accompagne dans cette recherche de stage en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et en troisième année, un stage cette fois qui est obligatoire de 6 mois, sauf dans le cas du double diplôme avec Nottingham Business School, où ils passent vraiment la troisième année à l'étranger. Et j'ai beaucoup d'exemples d'étudiants en tête qui, dès la première année, se sont lancés dans des stages. Certains avaient déjà une idée assez précise du chemin, on va dire, qu'ils allaient emprunter. D'autres un peu moins, mais pour ceux qui savaient où ils allaient, dès la première année, ils ont entamé un stage, pour en deuxième année peut-être l'approfondir dans une autre entreprise, et enfin en troisième année, terminer avec un stage de fin d'études qui parfois d'ailleurs peut déboucher sur une embauche. Donc tout ça pour dire, en résumé, effectivement, le design du programme et cette approche pédagogique, elle est quand même très complète. On s'assure justement que tous les domaines de compétences soient couverts. À l'international, je le précise encore une fois. Pourquoi? Parce que les enseignements d'école de commerce française n'ont rien à voir avec les enseignements d'un programme BBA.
Un exemple tout bête, c'est la comptabilité française. Le fait d'étudier la comptabilité française ou la comptabilité internationale ou américaine, que ce soit au niveau des concepts ou du vocabulaire, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que j'insiste vraiment sur le fait que nous, on est tourné vers l'international et donc tous les intitulés des cours, pour ceux qui regardent un peu la brochure BBA, commencent par International quelque chose. Je peux rajouter quelque chose, Bien je peux me sûr. permettre. On fait aussi beaucoup de projets et de travail de groupe durant le programme. Donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que ça permet aussi de développer ou d'améliorer tout ce qui est communication, aisance orale, mais aussi apprendre à comment gérer un peu les conflits quand il se passe des petits conflits dans un groupe, apprendre tout ça. Donc, je trouve le fait qu'il y ait beaucoup de travail de groupe, de projets, ça nous donne aussi des outils, ça nous donne des compétences qui, pour le monde du travail, sont quand même très importantes. Donc, Très bien. Alors justement, pendant tout au long de l'émission, donc on a essentiellement des gens qui nous regardent, que ce soit les jeunes ou leurs parents, qui sont toujours plus nombreux d'ailleurs à nous regarder, on les en remercie. Imaginons qu'on ait réussi à les convaincre que le BBA est certainement quelque chose qui pourrait leur plaire, et particulièrement celui de l'IPAG. Concrètement, peut-être avec vous, Ryan, comment ça se passe les admissions à l'IPAG pour le programme BBA? Alors, ça dépend on va dire, du canal d'entrée. Donc, pour un étudiant qui est dans un lycée français, il va se tourner vers la plateforme Parcoursup. Donc, comme tous les étudiants de terminale le savent, parce que c'est vraiment la période charnière de leur année de terminale, c'est l'ouverture de Parcoursup qui a lieu mi-janvier, en sachant qu'ils peuvent normalement, si je ne fais pas d'erreur, postuler et déposer donc des candidatures via Parcoursup jusqu'à début avril. Donc, Parcoursup, donc ils devront déposer un dossier de candidature, tout simplement, via Parcoursup. Et nous, de notre côté, on va évaluer donc ces différents dossiers avec nos propres critères. Donc, étant donné, comme je l'ai expliqué, que la langue reste une priorité chez nous, voilà, ça je le reprécise également, mais le dossier est quand même évalué de façon assez équilibrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas regarder vraiment on ne va pas chercher à ce qu'un étudiant ait 18 de moyenne en maths. Ça ne va pas être notre priorité. Donc, le dossier est évalué. Une fois que ce dossier est évalué et s'il passe donc ce premier filtre, cette première étape, là, il y a un entretien de motivation qui va se dérouler donc de 30 minutes en anglais avec un juré donc de l'IPAG Business School qui peut être soit la directrice du programme elle-même, soit un professeur de l'IPAG et donc du programme BBA ou parfois d'un autre programme anglophone de l'IPAG, ça arrive. Dans tous les cas, l'entretien est en anglais ou encore moi-même en qualité de responsable des admissions. Donc, on leur fait passer… Ces entretiens se font en distanciel ou en présentiel? En distanciel. Très bien. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais en fait, l'IPAG a 2 sites, un sur Nice, un sur Paris. Paris, tout à fait. Tout à fait. Et continuez, pardon. Non, absolument. Et d'ailleurs, le BBA est offert sur les deux campus. Donc, la rentrée de septembre 2023, la rentrée prochaine. Et étant donné qu'on a également une rentrée de janvier, mais là, on est plutôt en train d'échanger sur la rentrée de septembre, toutes les années sont ouvertes sur les deux campus. C'est-à-dire qu'un étudiant peut très bien, suite à un bac+1 ou un bac+2, intégrer le BBA directement en deuxième ou troisième année, sur validation du jury, bien sûr. Donc voilà, et donc suite à l'entretien de motivation, si on estime que et le dossier et l'entretien sont satisfaisants et nous permettent justement de confirmer qu'il s'agit bien d'un profil IPAGien et d'un profil BBA, on déclare l'admission. Okay. Voilà. Et dans le cas d'un étudiant qui n'est pas dans un lycée français, je le précise tout de même, parce que c'est vrai que c'est un gros canal également de candidature et d'admission, c'est une candidature sur dossier directement sur le site de l'IPAG. Voilà, donc passer par la plateforme de candidature interne. Calendrier de Parcoursup, ça peut être beaucoup plus tard ou même bien en amont. Absolument, c'est-à-dire que là, les candidatures sont effectivement au fil de l'eau. Et là, pour septembre 2023, elles vont ouvrir d'ici 1 à 2 semaines maximum. Et les étudiants pourront postuler jusqu'en général, c'est début juillet. Donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus le temps. Donc, ils ont de la chance, ceux qui postulent hors Parcoursup. Très bien. Kimban, vous nous expliquez, vous étiez d'abord en licence, puis après, vous êtes arrivé à l'IPAG pour la troisième année. Du coup, ça s'est passé comment pour vous, votre inscription? Alors, moi, j'ai fait 2 années en licence et j'ai intégré dès la première année du BBA, pas en troisième année, en première année. Donc, comme Ryan l'a dit, j'ai envoyé mon dossier de candidature. J'ai été contactée par
Pas par vous, Ryan, mais je ne me souviens plus de qui. Par un membre de mon équipe, effectivement. Voilà, c'est ça. J'ai été contactée pour qu'on puisse convenir d'une date d'entretien. Et puis après, j'ai eu un entretien avec vous, Ryan, je me souviens, où on a échangé un peu mes projets, pourquoi j'avais envie de faire un BBA. Et aussi, vu qu'on était dans la période Covid, j'avais eu une question aussi vis-à-vis du Covid pour pouvoir argumenter un peu, voir la langue et tout ça. Et puis après, voilà, j'ai pu intégrer l'école. Très bien. Alors justement, une fois qu'on a intégré en fait l'IPAC pour le programme BBA, quelles sont les différentes possibilités? Il y a une question bien sûr qui revient beaucoup, comme beaucoup d'émissions, c'est la question de l'alternance. Est-ce que c'est possible? Pas en BBA. Pas en BBA. Très clairement, c'est que de l'initial. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est vrai qu'en termes de richesse de l'enseignement, et je parle de richesse en termes de quantité finalement, c'est un programme qui est assez dense. Donc, il ne permet pas de travailler en même temps. Les étudiants ne pourraient pas. On a des étudiants qui travaillent à côté, qui ont des petits jobs étudiants à côté, mais c'est vrai que l'alternance ne pourrait pas se faire en BBA. C'est vraiment une formation initiale à temps plein, avec quand même la possibilité des stages qui compensent cette expérience professionnelle qu'on pourrait avoir en alternance. Après, beaucoup d'étudiants, ce qu'ils font, c'est suite à ce programme BBA, vont rejoindre le programme Grande École de l'IPAC, le cycle master, et là, effectuer donc 2 ans d'alternance. D'accord. Et justement, les stages, en fait, vous les proposez dès la première année? Tout à fait. Donc, dès la première année, ils sont optionnels en première et deuxième année, et la troisième année, donc obligatoire selon le parcours choisi, dual diploma ou bien single diploma, mais les étudiants ont la possibilité de faire des stages dès la première année. Et est-ce que vous les aidez en fait à trouver l'entreprise dans laquelle ils vont trouver leur stage? Absolument. Donc, ils ont accès en fait à ce fameux service qu'on appelle le Career Center. Et leur rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants de l'IPAG dans leur recherche de stages d'alternance, mais également de leur emploi post-diplomation. Donc, qu'est-ce que ce Career Center fait? Il va organiser donc des forums de recrutement où il va justement inviter des entreprises partenaires et des recruteurs qui vont venir rencontrer directement sur place nos étudiants. Ils vont leur donner accès à une plateforme de recherche de stage, à une plateforme également Alumni, où ils vont pouvoir justement contacter nos anciens étudiants, voir où ils travaillent, à quel poste. Simplement pour avoir des informations, pour une sorte d'entretien d'observation, soit pour justement peut-être des opportunités dans leur société. Et également, ils vont organiser des sessions de coaching pour les étudiants, donc que ce soit pour la rédaction du CV, la lettre de motivation, la préparation aux entretiens, et vraiment les accompagner dans ce process-là qui peut être parfois un peu fastidieux, un peu compliqué. Très bien. Et vous mentionniez également les séjours à l'étranger, donc j'imagine que c'est sur des durées un petit peu plus longues dès la troisième année, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, en troisième. Comment? Alors, en troisième année, ils ont 3 options en programme BBA. Soit ils font ce qu'on appelle le single diploma, donc ils n'obtiennent, j'ai envie de dire, que le programme BBA de l'IPAG, mais c'est déjà bien assez. Donc, ils obtiennent le BBA de l'IPAG en effectuant le premier semestre en cours et en choisissant donc 2 cours électifs, 2 options, en plus de leurs cours obligatoires, et le second semestre en stage en France ou à l'étranger, de 4 à 6 mois. Deuxième option, ils passent le premier semestre sur le campus de Nice, nécessairement sur le campus de Nice. Pourquoi? Parce qu'on a des professeurs de South Wales University qui vont venir directement sur le campus pour délivrer les enseignements de South Wales. Second semestre, un stage encore une fois obligatoire, et à l'issue de cette troisième année, ils obtiennent donc le BBA de l'IPAG, mais également le Bachelor of Arts in International Business Management de l'Université de South Wales. Et enfin, la dernière option, et celle-ci permet justement cette expatriation dès la troisième année, ils vont partir donc étudier 1 an à Nottingham Business School, donc à Londres, qui fait partie de la Nottingham Trent University. Et donc, ils vont y passer 1 an avec des étudiants britanniques et du reste du monde pour pour étudier justement les enseignements de Nottingham et à l'issue de cela, obtenir donc les 2 diplômes, le diplôme français et le diplôme britannique. D'accord. Et donc, vous ne proposez que des séjours à l'étranger au Royaume-Uni? Exactement. Pourquoi? Parce que justement, c'est un programme qui permet cette double diplomation franco-britannique.
C'est volontaire parce que justement notre format de toute façon est calqué sur le format britannique, 3 ans. Et comme je l'ai dit effectivement juste avant, c'est vrai qu'en 3 ans, on a finalement peu de temps. Donc c'est vrai que si on multiplie les échanges après au niveau académique, on risque peut-être de pêcher sur les enseignements qui sont obligatoires à l'IPAG et à Nottingham Business School ou Southwells University, selon le double diplôme choisi. Mais c'est pour ça que beaucoup d'étudiants, finalement, suite à ce BBA, ils ont pris goût à cette expatriation en 3e année et ils veulent, par la suite, s'ils poursuivent à l'IPAG en 4e et 5e année, effectuer un double diplôme, cette fois en master, et partir de nouveau à l'étranger. Et la crise du Brexit n'a pas posé de problème pour organiser, enfin pour continuer à organiser des échanges avec le UK Pas du tout. Okay. C'est vrai que les échanges académiques, on a de la chance, les échanges académiques restent très simples d'accès, surtout pour nous qui sommes partenaires de Southwells et de Nottingham depuis de nombreuses années maintenant. C'est vrai qu'on a l'habitude de leur envoyer des étudiants en 3e année, ils ont l'habitude de leur enseigner, de leur délivrer leur diplôme, donc heureusement on n'a pas eu de problème là-dessus. Très bien. Et vous, Kimban, du coup, c'est quoi votre option parmi ces 3 qui ont été proposés? Alors, moi, j'ai gardé l'option du single diploma avec l'IPAG, avec le stage par la suite, parce que c'est vrai qu'au niveau des enseignements qui étaient proposés, les différents cours qu'on avait suivant le premier semestre, ça concordait plus avec ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc, je suis restée sur le single diploma. Donc, du coup, avec ce premier semestre qui se finit là, environ mi-décembre. Et puis après, j'enchaîne avec un stage à partir entre 4 à 6 mois, à partir de fin janvier. Je me permets de rebondir sur une question qui est beaucoup intervenue dans le chat live, c'est la question de la certification du niveau d'anglais. Est-ce que pendant le BBA, en fait, vous proposez un TOEIC, un TOEFL, ou simplement le fait d'avoir un BBA de l'IPAG certifie automatiquement son niveau d'anglais? On le propose effectivement, et d'ailleurs on l'impose pour les étudiants qui cherchent à faire un double diplôme, parce qu'il est nécessaire pour partir à Nottingham Business School ou pour obtenir le double diplôme avec Southwells. Et de toute façon, c'est inclus justement dans la scolarité et à l'IPAG. Je peux laisser Kimban aussi en parler plus en détail. Oui, alors donc du coup la 2e année, c'est ça, on a passé le IELTS qui délivre une certification suivant notre niveau d'anglais. C'est vrai que ça a été obligatoire, enfin en tout cas nous dans le BBA, dans tous les cas, on est inscrit à une session, donc autant faire la session, quoi. Et puis voilà, après vu que moi je suis restée sur le single diploma, ça fait toujours une certification en plus, que ce soit pour les employeurs, sur le CV ou quoi. Mais pour le single diploma, oui, non, j'en avais pas trop besoin. Mais bon, c'est toujours positif, c'est toujours bien d'avoir ça, quoi. Et puis ce que je donne souvent comme info justement au niveau de ces certifications-là, qui sont souvent très recherchées, mais parfois méconnues, dans le sens où ces certifications ont souvent une date de péremption, donc une validité de 2 ans. Et c'est vrai qu'on l'oublie trop facilement. Donc imaginons, on la passe en 2e année, ce qui est très bien, on l'a calculé volontairement pour que en fin de 3e année, les étudiants puissent postuler à l'aide de cette certification-là, donc tant qu'elle est encore valide, mais au bout de 2 ans, elle ne l'est plus. Donc il faut garder ça en tête, et c'est vrai que pour les étudiants qui connaissent cet examen, il y a l'examen du Cambridge, qui, dans certains lycées internationaux, avec des sections internationales, sections anglophones, etc., le propose, avec différents niveaux, le niveau le plus haut étant le Proficiency, permet d'obtenir un certificat qui, cette fois-ci, n'a pas de date de péremption et a une validité à vie. Donc ça, voilà, je tiens à le rappeler quand même. Les certifications de niveau d'anglais sont très intéressantes. L'IELTS étant en plus très professionnel, tourné vers… c'est une certification qui est plus professionnelle que théorique. Mais il ne faut pas oublier que pour les étudiants qui recherchent quelque chose de plus long terme, soit il faut les repasser régulièrement, soit il faut tout simplement passer un Cambridge. Très bien. Alors justement, en parlant de l'après, en fait, c'était la question qui suivait pour moi. Qu'est-ce qui suit selon vous après un BBA? On le disait, donc c'est un diplôme très généraliste. Est-ce que pour vous, par exemple, Ryan, vous estimez que ça peut suffire pour rentrer sur le marché de l'emploi, ou incontestablement, à un moment ou à un autre, vous allez quand même devoir vous spécialiser avec un master?
Ça peut absolument suffire parce que justement, ils sont opérationnels à la fin et comme l'a dit Kimban, beaucoup d'étudiants finalement se disent j'ai envie de travailler, j'ai envie on va dire, de mettre en pratique toutes ces compétences ou ces connaissances avant d'avoir une idée très précise sur un master dans lequel j'aimerais me spécialiser. Beaucoup font ce choix. Beaucoup rentrent dans la vie active, beaucoup créent même leur entreprise après ces 3 ans de BBA et ne reviennent pas dans un cycle master par la suite. En revanche, la réalité du marché, donc telle que je l'ai décrite tout à l'heure, a toujours été la suivante et reste la suivante, surtout en Europe, et même d'ailleurs, je pense aux États-Unis également. Les fiches de poste, c'est la même rengaine. Beaucoup d'entreprises, pour certains postes, donc encore une fois à responsabilité, donc des postes plutôt de management, de responsable, requièrent justement un niveau minimum M1, M2. Souvent d'ailleurs, c'est plutôt le M2, donc le bac plus 5. Et c'est là que justement le master est intéressant parce qu'il permet simplement d'atteindre des postes plus élevés qu'un poste de chargé d'eux ou un poste plutôt associate ou assistana. Voilà, ça je tiens à préciser. M2 ne peut pas être compensé par une expérience professionnelle de 3 ans. Ça dépend. Certaines entreprises, on peut peut-être être un peu plus flexible là-dessus si le profil est très intéressant. Mais je pense aux grosses entreprises où c'est un prérequis dans la fiche de poste. Parfois, ça peut être complètement bloquant. Mais c'est uniquement pour certains types de postes, certains types d'entreprises. En termes de compétences, ils sont de toute façon parfaitement opérationnels pour entrer sur le monde du travail directement après leur diplomation. Mais c'est vrai que si ils souhaitent atteindre certains postes et certaines entreprises, certaines sociétés, à un moment, ils peuvent, on peut leur demander de passer justement un master. Et parfois, d'ailleurs, je vais peut-être plus loin dans l'explication, mais parfois, l'entreprise même aide à ce financement-là du master de leurs salariés. Alors justement, vous parliez de l'employabilité. Sans parler de statistiques précises, mais est-ce que la plupart des jeunes qui postulent, qui font un BBA, en fait, partent après de France? Alors oui. Oui. Alors, les étudiants qui restent, je dirais, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plus de la moitié des étudiants qui poursuivent en master. Parmi ces étudiants qui poursuivent en master, je dirais qu'on a peut-être moins de la moitié qui restent en France pour y étudier. Donc finalement, tout le reste, que ce soit au niveau des opportunités professionnelles ou académiques, partent à l'étranger. On a des étudiants internationaux, non français, qui nous ont rejoints pendant 3 ans pour le BBA et qui repartent à l'étranger, donc soit dans leur pays d'origine, soit ailleurs. Certains autres qui vont rester en France parce que pour eux, ça reste une expérience internationale. Mais la plupart des étudiants vont plutôt se tourner vers, je pense à certains étudiants récemment qui ont été admis à HEC Montréal, à ESADE en Espagne, en Italie, au Japon. Donc voilà, ils vont plutôt chercher à étudier et travailler à l'étranger parce que finalement, le BBA leur donne aussi le goût de l'international. Très bien. Et Kimban, vous-même, personnellement, vous voyez partir vivre à l'étranger après ce BBA? Oui, bah oui, oui, moi j'ai choisi ce diplôme pour justement pouvoir m'expatrier plus tard. Donc ça reste quand même un de mes principaux objectifs de pouvoir aller travailler à l'étranger, en fait, tout simplement. Et parmi les élèves de votre promotion, vous sentez qu'également la majorité des jeunes sont intéressés par l'expatriation? Oui, carrément, oui. Et toutes les personnes avec qui j'ai parlé dans la classe, je pense que seulement 1 ou 2 personnes a comme projet de rester en France, mais parce que si ces personnes-là sont françaises, donc on grandit ici, il y a la famille, il y a tout ça, donc ça peut se comprendre. Mais après, non, on a tous comme idée et comme but en tête de pouvoir aller prendre l'expérience à l'étranger, qui est toujours très enrichissante, quoi. Quitte à revenir d'ici quelques années, effectivement. Voilà, c'est ça. Très bien. Bah justement, il est peut-être temps de passer à nos questions, parce qu'on en a eu beaucoup en fait pendant l'émission. On vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à en poser. La première, en fait, c'est donc on avait dit que l'alternance n'était pas possible, pardon, mais est-ce que vous pourriez rappeler si les candidatures passent par Parcoursup ou pas? Apparemment, on est passé un peu trop vite là-dessus, Ryan. J'en suis navrée, mais oui, c'est le cas. Pour les étudiants, donc pour les lycéens d'un lycée français, je le précise parce qu'on a beaucoup d'étudiants de lycées non français qui postulent. Donc pour les étudiants qui sont dans un lycée français et qui passent par Parcoursup pour toutes leurs autres formations, doivent passer et devront passer par Parcoursup pour postuler au BBA de l'IPAG à partir donc, du 18 janvier, si je ne m'abuse. Très bien. Une autre question, combien de doubles diplômes sont disponibles?
En BBA, 2. Donc, le double diplôme South Wales University et le double diplôme avec Nottingham Business School, qui fait partie de la Nottingham Trent University. Très bien. Autre question, est-ce qu'il y a des places en master qui sont réservées pour les anciens étudiants du BBA chez vous? C'est une excellente question. Et la réponse est non, mais je m'explique. Donc, en master à l'IPAG, il y a finalement 2 grandes options. La première, c'est le programme Grande École, donc le cycle master du programme Grande École. Et ce cycle master du programme Grande École se rejoint via le concours Ambition Plus, en admission parallèle. Ce concours, c'est uniquement pour les étudiants qui sont francophones. Donc, encore une fois, si on a des étudiants qui postulent au BBA et qui ne parlent pas le français, c'est compliqué pour eux de passer le concours étant donné qu'il est en français, les épreuves sont en français. Donc, cet étudiant passera sur dossier. Mais dans tous les cas, il y a un filtre d'admission parallèle en 3e année pour rejoindre justement la 4e année du programme Grande École. Cependant, les étudiants sont accompagnés dans cette poursuite d'études. C'est-à-dire qu'un étudiant BBA, tout naturellement, déjà va avoir une motivation qui va être presque naturelle à poursuivre en master à l'IPAG. Donc, à l'entretien, c'est vrai que ça donne déjà beaucoup de chance à l'étudiant. Et le deuxième point le plus important, c'est qu'ils ont des sessions de préparation et d'entraînement au sein de l'IPAG, mais ils doivent tout de même passer le concours comme tout autre étudiant. Pour le programme MBA, en revanche, donc suite au programme BBA, étant donné que le MBA reste une suite très logique du BBA à l'IPAG, les étudiants n'ont pas besoin de déposer un dossier de candidature, comme tous les autres candidats. Ils ont simplement besoin de passer un entretien de motivation lié à la spécialisation qu'ils auront choisie. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants BBA qui m'ont contacté cette année pour exprimer leur souhait de postuler au MBA, auquel cas on leur a fait passer un entretien de 30 minutes pour confirmer justement la pertinence de leur projet et de leur motivation pour cette spécialisation-là. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de favoritisme finalement. Les étudiants doivent quand même passer par les canaux de recrutement classiques, Ambition Plus pour le programme Grande École et sur dossier, on va dire sur entretien pour le programme MBA, mais c'est vrai que le process leur est facilité de par le fait qu'ils soient étudiants et qu'ils soient IPAGiens depuis des années. Très bien. Une autre question, est-ce que sur Parcoursup, le BBA est rattaché à un concours commun ou est-il propre à l'IPAG? Il est propre à l'IPAG. D'accord. Ok, très bien. Une autre question qui a été beaucoup posée, visiblement, comme quoi je disais, il y a un tropisme anglo-saxon et particulièrement américain. Lorsqu'on a un BBA, est-ce qu'on peut plus facilement obtenir la US Green Card, c'est-à-dire le permis de travail pour aller aux États-Unis et y travailler? Alors non, malheureusement. Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que la Green Card ne dépend pas de cela. La réponse, je ne vais pas partir dans une explication technique, mais de toute façon, la Green Card n'est jamais la première étape. Pour travailler aux États-Unis, il y a plusieurs visas. Il y a les visas J1, F1, ou des visas plutôt de stage à court terme. Et on a le visa de travail par excellence qui est le H1B, qui est un visa de 3 ans, validité de 3 ans, avec possibilité de le poursuivre sur 3 autres années. C'est souvent la première étape qui mène à, on l'espère, la Green Card. C'est un visa qui demande un sponsoring de la part d'une entreprise. Donc, il y a un aspect qui est beaucoup plus professionnel qu'académique. Finalement, un diplôme ne va pas nécessairement aider à cela, à part peut-être un master américain. Et je précise bien que ce n'est pas un bachelor, mais bien un master. Pour tout détenteur d'un master américain, il passe en fait, s'il n'est pas sélectionné sur la première loterie, si je peux me permettre, du H1B, il va être rajouté dans une seconde loterie des masters américains. C'est la seule façon de se donner peut-être un peu plus de chance pour avoir ce visa de travail. Et encore, pour cela, il faut trouver une entreprise qui veut bien nous sponsoriser. Donc, en soi, non, ça n'ouvre pas davantage de portes à la Green Card. En revanche, le fait d'avoir étudié tout en anglais permet de postuler plus facilement à des formations anglophones en master, c'est certain, et permet également plus facilement de postuler à des emplois à court terme, comme des stages, aux États-Unis notamment. Il y a des stages qui sont proposés de 1 an, voire 1 an et demi, où le fait d'avoir quand même étudié pendant 3 ans en anglais avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde, ça attire pas mal les recruteurs. Très bien. Alors, la question à la fin qui fait toujours mal, la question du financement, du coût déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien coûte un BBA?
Alors, je vais vous dire très exactement à l'IPAG, puis ensuite, je vais vous parler de l'aspect général. Donc, à l'IPAG, le BBA est à 8 900 € l'année, très exactement, sauf pour la 3e année où, si l'étudiant décide de faire un double diplôme avec Southwest University, ça va être 10 000 €. Et pour un étudiant qui souhaite faire un double diplôme avec Nottingham Business School, c'est 13 000 €. Donc, c'est quand même un sacré budget, hein. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai qu'un étudiant qui choisit de faire une école de commerce, une école privée, il va y avoir, on va dire, je ne peux pas dire des choses qui vont justifier ces frais de scolarité, mais plutôt des aides, des accompagnements, comme Kinman l'expliquait, l'accès à un career center, l'accès à un réseau, finalement, un réseau d'étudiants et d'alumni qui est énorme, l'expérience professionnelle, internationale, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Et pour parler de façon plus générale, un BBA en France, les frais de scolarité sont plus élevés en moyenne. Ils sont plutôt à 10 000 € et plus. Et on pose souvent la question de pourquoi à l'IPAG, le BBA est moins cher que dans une autre école. Est-ce que cela signifie qu'il est moins bon, qu'il est moins qualitatif ? Non, ce n'est pas le cas. C'est simplement que l'IPAG est ce qu'on appelle une association loi 1901. Donc, c'est une école, un établissement supérieur privé pour l'intérêt général. Et donc, cela signifie tout simplement on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, tout simplement. Donc, les frais de scolarité sont directement réinjectés dans l'académia, dans les professeurs, les cours, les salles de classe, etc. Et donc, ça permet quand même d'avoir des frais de scolarité un peu moins élevés pour une qualité académique qui est tout aussi excellente. Et en termes de financement, est-ce que par exemple, vous acceptez les boursiers ? Pour le BBA, malheureusement, non. D'accord. Ah, mais c'est histoire d'être très clair aussi. C'est une bonne question, oui. Ah, mais très bien. Parfait. Et du coup, Kimba, je me retourne vers vous par rapport à cette question de financement. Encore une fois, c'est une somme, hein, bien sûr. Vous vous êtes posé la question, en fait, au moment de l'intégration du BBA, ou pour vous, dès le départ, en fait, ça valait quand même le coup? C'est un investissement sur le long terme? Alors, ayant passé 2 années en licence, donc en ayant payé des frais de scolarité de la licence, de l'université, je crois que ça tourne aux alentours des 170 €, je crois, quelque chose par là. En ayant du coup eu ce point de vue de la licence et ce point de vue du bachelor, je ne regrette pas le financement. Bon, après, je pense que comme j'ai mes parents qui peuvent m'aider, mais j'ai quand même pris un crédit étudiant. Donc, j'ai quand même contracté un crédit étudiant pour pouvoir financer les études. Après, on est quand même sur des emplois du temps qui sont... qui restent quand même beaucoup moins chargés qu'au lycée. Donc, les élèves, moi, personnellement, j'avais quand même du temps pour pouvoir travailler à côté, donc qui permet déjà de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir aider, pour les études, pour la vie, pour tout. Mais c'est vrai que la qualité, je dirais la qualité du suivi des cours, du suivi pédagogique, que ce soit qualité des infrastructures, qualité même de la vie étudiante, en fait, de toutes les ressources qui sont mises en place. Non, 8 900 €, je pense que ça les vaut, quoi. Oui, un investissement sur le long terme, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça les vaut. Surtout aussi tous les contacts qu'on se fait au sein de l'école, quoi. C'est beaucoup ça aussi, beaucoup de networking qui nous permettent par la suite de garder contact et de pouvoir... voilà, donc on ne gagne pas que ses compétences professionnelles, on gagne aussi on gagne des relations, hein, on gagne des relations avec des futures relations, des futurs contacts, quoi. Parfait. Écoutez, pour le mot de la fin, puisque l'émission touche à sa fin, on est déjà à une petite heure d'émission, est-ce que vous auriez chacune un petit mot de la fin qui pourrait finir de convaincre quelqu'un de pousser la porte de vos journées portes ouvertes? On rappelle que celle de Paris est le 19 novembre prochain et celle de Nice le 21 janvier 2023. Peut-être commençons par vous, Ryan? Alors, j'ai 2 mots de la fin, mais je vais Allez-y. en choisir un. Je vais en choisir un. Donc, le premier, je dirais que
qu'en tant que non-ex-étudiante de l'IPAG, je le précise, je ne suis pas une alumna de l'IPAG et je n'ai pas moi-même fait le programme BBA, mais c'est un programme auquel je crois profondément, de par mes échanges avec les nombreux étudiants qui sont passés par mon bureau ces dernières années, et parce qu'ils sont devenus, surtout, de voir les postes auxquels ils se trouvent aujourd'hui, les universités très prestigieuses dans lesquelles ils étudient. Voilà, ça me conforte quand même dans l'idée que c'est un programme qui est très solide, académiquement parlant, et qui ouvre quand même de très belles portes à nos étudiants. Et le second mot de la fin, je dirais que d'expérience personnelle et ayant moi-même étudié aux États-Unis dans un bachelor américain, les cours du BBA tels qu'ils ont été designés sont quasiment exactement les mêmes que des cours qu'on va retrouver dans un Bachelor of Science aux États-Unis. Donc les cours que moi-même j'ai faits il y a plusieurs années sont des cours qu'on va retrouver à l'IPAG en programme BBA. Et pour moi, ça confirme finalement cette légitimité anglo-saxonne, si je puis dire, et internationale du programme. Très bien. Et vous, Kimban, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour convaincre les jeunes d'aller se renseigner déjà? Oui, écoutez, si vous avez envie de vous lancer dans une carrière internationale, que vous avez envie de vous expatrier ou non, enfin, chacun est libre de ses choix. Moi, personnellement, ces 2 dernières années, j'ai fait tellement de rencontres enrichissantes, que ce soit les élèves ou les professeurs. C'est vrai que c'est une expérience qui est très enrichissante, même humainement, au niveau du développement personnel, développement de soi. Et oui, j'ai des amis aux 4 coins du monde qui resteront sûrement des amis dans le futur. Et voilà, quoi. C'est vrai que pour une expérience plus tard internationale et pour toute cette richesse de culture, d'environnement et de tout, je conseille le BBA. Très bien. Bien, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir pour parler plus en profondeur justement de ce BBA. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes chaque semaine, je le dis encore une fois, toujours plus nombreux et on vous en remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.